Bonjour à tous, bonjour Catherine. Salut Marie, bonjour tout le monde. Ça y est, nous sommes là, nous sommes connectés. Pardon pour Nous le petit avons été... retard. Ouais, voilà, c'est les aléas du live, c'est qu'il faut se connecter, il faut courir derrière son ordinateur. Mais en tout cas, on est ravis de vous compter parmi nous. Merci Catherine de nous accorder ce midi 1 pour échanger avec toi. C'est sympa de vous voir. Vous êtes bien, tout le monde va bien. Je lis vos messages en même temps sur les commentaires. Alors, c'est ça, hein, le principe, et peut-être que ceux qui nous suivent sont bien au courant. Et puis toi, Catherine, tu adores l'exercice. Tu viens de me confier que pour toi, c'était génial de pouvoir répondre en live aux questions que peuvent se poser notre communauté. Donc, encore une fois, n'hésitez pas, posez vos questions. Et moi, je suis là pour être votre porte-parole pour que Catherine nous dévoile peut-être tous ses secrets, ou peut-être pas tous, je ne sais pas, sur le développement de l'activité. Ouais. Non, mais c'est surtout répondre à vous, vos questions, parce que si vous êtes là, c'est que vous avez envie d'accélérer, vous avez envie de vendre plus. Et si je peux répondre à vos questions, donner des tips et que ça marche derrière, eh ben on aura fait un bon moment ensemble. Ouais, on aura bien avancé ensemble et ça va être un grand moment. Donc, merci beaucoup pour toutes vos connexions. Alors, ce que je vous propose, c'est quand même, avant de commencer, on se fait une petite présentation pour ceux qui ne sauraient pas encore qui nous sommes, même si je pense qu'à force, on finit par nous connaître. Il faut répéter. Il faut répéter. Alors, voilà, ça peut être une des premiers tips. Répéter. Nous sommes Freework. Freework, c'est la plateforme de référence dédiée aux talents tech, aux talents IT. Aujourd'hui, nous avons plus de 10 000 opportunités professionnelles, mais 100 000 demain, bien sûr. 10 000 opportunités pro en mission, CDD, CDI, pour vous permettre de développer votre activité. On a également sur la plateforme un forum, un blog et des choses qui bougent beaucoup. Et c'est aussi ça, Freework, c'est une communauté et nous avons l'envie de partager. Et c'est pour ça que nous invitons régulièrement, lors des lives, des experts pour qu'ils puissent nous partager leurs bonnes pratiques, leurs astuces. Et c'est pour vous qu'on le fait. Donc, vraiment, encore une fois, posez vos questions à Catherine. Elle se fera un plaisir de répondre à tout ça. Et toi, Catherine, dis-nous qui tu es, alors, s'il te plaît. Ben moi, on se connaît peut-être. Moi, je suis la mamie du web. J'ai commencé, vous n'étiez pas née, je suis sûre, à la fin des années 90. J'ai toujours travaillé dans cet univers merveilleux du digital. J'ai créé 1, 2, 3, maintenant 4 entreprises. Les 3 premières, elles étaient autour de la transformation digitale des boîtes, de l'e-commerce, de la transformation de la relation client. Moi, j'ai plutôt fait des business B2, B2B que j'ai revendus. Et avec l'argent que j'ai gagné, eh ben, j'ai investi dans pas mal de startups. J'ai investi dans une vingtaine de boîtes, dont certaines que vous connaissez bien et qui ont bien marché. Je pense à Litchi, je pense à Green Got. Je ne sais pas s'il y a des clients Green Got parmi nous, mais avec la petite carte en bois, c'est génial. Je pense à Datex School. Donc, je suis entrepreneur, investisseuse. J'ai vécu 5 ans aux États-Unis. Je voulais aller voir comment ça se passait là-bas. Et puis, je suis devenue administratrice du groupe Renault. Ça veut dire que tu vieillis quand on te demande de devenir administrateur. Voilà. Et au retour des États-Unis, il y a quelques années, ça m'est tombé dessus. Ma 4e boîte, c'est Envie. Donc aujourd'hui, c'est ça que je développe depuis 2 ans avec 2 cofondatrices. C'est l'école du futur du travail. Et on a 2 jambes. D'un côté, on travaille avec vous, avec les freelances, avec les indépendants. Et notre mission, c'est de vous aider à vendre plus. C'est bien ça, et on va en parler. Et puis, on a une jambe entreprise. On aide les entreprises à se transformer plus vite en injectant le mindset des entrepreneurs chez les managers et en leur disant, les gars, il faut travailler avec les freelances. Donc voilà, c'est nos 2 jambes. Je fais ça et j'ai toujours la même énergie, le même enthousiasme à faire ce que je fais. Et vous avez un emploi du temps chez Envie hyper fourni en ce moment, hyper serré, parce que c'est le Grand Prix des indépendants que vous faites en présentiel dans certaines villes de France, puis en ligne le 14 novembre. On en reparlera un petit peu à la fin. Et voilà, c'est vrai que c'est pour ça aussi, merci d'avoir pris cette heure pour échanger avec nous. Merci à vous d'être là. Vous devriez être en train de prospecter, les amis. Alors on y va du coup, parce que tu vas bien nous dire par où on commence, parce que c'est peut-être la première question que l'on peut se poser. C'est
quand on parle, par exemple, au sein de la communauté Freework, je parlais de 10 000 opportunités professionnelles. Ça peut être un peu vertigineux comme chiffre. Ouais. Mais comment je fais Il y a Arnaud qui pose une question. Il dit, moi, je débute mon activité de développeur indépendant. Je ne sais pas trop par quoi commencer, prospecter, quoi. Hein. Voilà. Non, mais déjà, moi, j'ai une question à tous, là. Je ne sais pas si il y avait un décalage ou pas, non? Un petit peu. Ma première question, c'est chacune qui est là, est-ce que vous avez bien en tête, là, pour le mois, mais pour l'année prochaine, c'est quoi votre objectif de chiffre d'affaires? Parce que tu ne peux pas bien vendre si tu ne sais pas où tu vas. Hein. Et c'est quoi ton objectif? Est-ce que tu as ton chiffre en tête? Et comme tu connais à peu près ton prix moyen de mission, est-ce que tu sais exactement combien tu dois faire de clients tous les mois? Est-ce que ça, déjà, première étape, on va faire du simple. Hein. Moi, j'aime bien les choses simples. On va se projeter. Et, voilà. Donc, les amis, est-ce que avant même de parler de stratégie ou de prospection, est-ce que tu sais, c'est la première chose à faire, est-ce que tu as ton objectif en tête et tu connais ton prix de vente moyen, on reparlera du prix. Donc, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on est fin octobre, début novembre bientôt, et souvent on pense en année, ça permet aussi de se lancer, de se relancer. Donc, on peut peut-être se dire, 2025, quel est mon projet, qu'est-ce que j'ai envie de c'est ça. Donc, ça, c'est ta priorité parce que je me dis que tu l'as peut-être pas fait et c'est pas grave. Tu as encore, allez, jusqu'à mi-novembre, mais il faut vraiment le faire. Tu vois, même début décembre, tu te poses et tu te dis, OK, l'année prochaine, je veux quoi? D'abord, j'ai besoin de combien pour vivre? OK, je veux quoi? Donc, j'ai fait quoi cette année de façon réaliste? Tu vois, un objectif ambitieux, mais un objectif atteignable. Je veux faire combien de chiffre d'affaires? Je veux faire 150, 200, 300, 500. Enfin, qu'est-ce que tu considères être à ta mesure au vu du panier moyen, comme on dit, de ce que tu vends, quoi. Donc, on a des réactions, Catherine, qui me dit, moi, je sais ce que j'ai envie de facturer, mais par contre, je n'ai pas d'idée de ce qu'un client peut mettre pour ma prestation, pour mon service. Donc ça, c'est un peu aussi le flou. Ouais, et bien ça, en fait, tu as un objectif de CA. Déjà, c'est important de le partager parce que si tu as fait 50 000 euros cette année et que tu veux faire 250 l'année prochaine, il faut peut-être raison garder, tu vois. Est-ce que c'est atteignable ce que tu vises? Et après, si tu te dis, quand tu dis, je ne sais pas ce que mes clients sont prêts à payer, mais ça, bien sûr que si tu sais, enfin, c'est que tu n'as pas pris le temps de le faire. Mais tu te dis, OK, comment je définis mon prix? Est-ce que vous avez tous défini vos prix? Non, presque tous. Alors, on a plutôt le budget qui est plutôt exprimé. Après, je ne sais pas, effectivement, vous, est-ce que vous avez valorisé votre taux journalier ou votre forfait de prestation? OK, donc si tu as un TGM qui est déjà connu, ou si tu ne sais pas comment facturer, quel est ton coût journalier, tu as trois façons de le définir. Hein. D'abord, tu vas aller regarder les concurrents, des gens qui ont à peu près ton expérience, qui vendent à peu près ce que tu vends, et tu vas aller voir combien eux facturent. Tu vas aussi peut-être, en discutant avec des potentiels clients, des amis qui pourraient t'acheter des prestations, tu es prêt à payer ça? Parce que forcément, hein, ce que tu vends, ça dépend aussi de ce que les clients sont prêts à payer. Et puis, il y a ce que te coûte ton activité. Même si tu n'as pas de frais, parce que c'est toi que tu vends in fine, tu as quand même, je ne sais pas moi, tu as ton ordinateur, tu as une assurance, tu as de l'électricité, ton téléphone. Donc, en fait, tu croises ces trois sources pour définir ton prix. Moi, je pense que c'est un truc hyper important. Et souvent, on se sous-price. Enfin, moi, si je regardais vos TGM, je me dirais probablement, au vu de ton expérience, de la valeur de ce que tu apportes au marché, de tout ce que tu donnes à tes clients, c'est peut-être pas suffisant. Ouais. Alors après, nous, chez Freework, ça peut être intéressant aussi pour toi, Catherine, si tu veux y jeter un coup d'œil, mais pour vous qui nous écoutez, on a le baromètre des salaires et des prestats. Donc, c'est toute la communauté qui vient enrichir son TJM sur la presta, sur des métiers. Donc, vous pouvez aussi peut-être vous positionner quand on dit échanger entre pairs, c'est un peu ça, hein, c'est aller voir un peu ce qui se vend aujourd'hui sur le marché, sur le site, on a tout ce qu'il faut.
Après, il n'y a pas que le TJM dans la vie. Enfin, moi, je suis pas très fan personnellement du TJM. Je trouve qu'il y a plein d'autres façons de vendre la valeur de ce que tu apportes au client. Est-ce que tu fais pas des packages de produits avec un forfait? Il y a un contenu, un livrable, un délai. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui pratiquez ça, mais moi, je suis assez fan. Moi, j'achète beaucoup de prestations de freelance. J'aime pas le TJM. Il y a trop d'inconnus là. J'aime bien dire, voilà, ce dont j'ai besoin, c'est ça. Toi, tu sais faire mieux que les autres. Et donc, ça va prendre tant de temps. Après, on ajuste si jamais il y a des dépassements, mais il y a d'autres façons de faire. Il y a peut-être de la récurrence à trouver. Peut-être que tu as des choses que tu peux vendre des petits abonnements. La clé, tu le sais, les amis, hein, pour avoir des revenus réguliers, c'est que tu arrives à avoir un flux d'entrée d'argent, peut-être par abonnement. Qu'est-ce que tu peux vendre? Il y en a peut-être parmi vous qui vendent des choses par abonnement. Ouais, Agathe, elle dit au forfait, c'est clair et net. Le forfait, c'est pas mal. Donc, je reviens juste à mon point, c'est que la première chose, on est ici pour vendre plus, d'accord? Si tu veux vendre plus, croisant mon expérience de 30 ans de boulot, c'est que tu as un objectif que tu t'es fixé. On n'améliore que ce qu'on mesure. Donc, si tu ne mesures pas là où tu veux aller, ça va être compliqué. Et tu as défini un prix. Donc, tu es capable de dire, eh ben moi, pour l'année prochaine, il faut que je fasse 25 clients pendant 10 mois, parce qu'il y en a quand même 2 où je vais être, on est à son compte pour avoir plus de temps. Donc, voilà. Donc ça, c'est un truc important. Les forfaits, c'est risqué. Ouais, enfin, c'est risqué au début, Yael, mais après, je veux dire, tu vois vite. Peut-être qu'une fois ou deux, tu vas avoir vendu un forfait et tu auras travaillé 2 fois plus, mais c'est pas perdu. C'est pas perdu pour les autres. Réajuster, bien sûr. Tu travailles plus vite après. Donc, la première chose pour vendre, c'est ça. C'est pas de la poésie, c'est des mathématiques. Tu as un objectif. Tu as défini, et ça, tu travailles, hein, toi aussi, tu galères un peu au début, mais ton prix, et tu sais exactement combien tu dois faire de ventes. Et donc là, on est le 29 du mois, tu sais combien tu aurais dû en faire et tu es capable de piloter. Tu pilotes ton activité. Ouais, c'est un vrai, c'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel quand on est freelance et qu'on a été salarié peut-être une grande partie de sa carrière professionnelle ou en tout cas qu'on se lance, voilà, peu importe si on a l'expérience derrière, mais c'est de se dire, en vrai, vous devenez pilote de votre activité. C'est pas juste au pif en fonction du vent. Ah, je vois que le forfait n'a pas que des amis, mais honnêtement, c'est des habitudes aussi. C'est des habitudes. Moi, je pense que de toute façon, si on veut vendre plus, il faut aussi tester des choses. Après, c'est vrai que si tu te dis, moi, je ne sors pas du TJM, c'est très bien. Après, peut-être qu'on peut leur répondre, Catherine, tu m'arrêtes si je me trompe, mais le forfait, c'est globaliser vos TJM. Donc, vous, si vous connaissez votre TJM, en termes de communication et d'approche commerciale, vous pouvez convertir ça en forfait. Mais vous êtes rassuré sur le fait que vos journées, elles sont bien prises en compte. Ouais. Ça peut être un moyen. Bon, en tout cas, ça, c'est un premier sujet qui est, je définis mon objectif, mon prix au forfait, au TJM, première chose. L'autre, c'est combien de temps tu passes tous les jours pour la prospection commerciale. J'adorerais voir vos agendas. Combien de temps, en fait, est-ce que c'est, vous pouvez me dire est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que tu te donnes une journée dans la semaine pour prospecter? C'est quoi vos routines de vente, en fait? Est-ce que tu te noircis tous les jours, 2 heures? Tu t'enlèves ton téléphone, tu n'es pas en production, tu n'es pas en train de te former, tu es en train de prospecter. Donc, est-ce que vous faites la question? Répondez-nous. Est-ce que vous verrouillez certaines petites plages horaires de votre agenda? Ouais. Est-ce que c'est possible ou pas de le faire aussi? Tu vois, Sabrina, tu dis je ne sais pas prospecter. En fait, prospecter, c'est te définir un objectif de vente et de clients, et 2, c'est passer du temps tous les jours, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là, Catherine? Dis-nous. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Eh bien, pendant ce temps, donc déjà, c'est vraiment, tu t'obliges. Ça, c'est un truc, si tu veux accélérer, crois-moi, et tu auras des résultats rapides, tu passes déjà plus de temps à prospecter. Si tu veux réussir à aller chercher des nouveaux clients, malheureusement, ils ne viennent pas tout seuls. Donc, tu changes ta routine. C'est hyper difficile de changer ses habitudes, surtout quand on est seul, tu vois. Mais tu changes tes habitudes. Donc, si tu te dis, c'est Malek, ça, c'est canon. Anouk, c'est super, 2-3 heures. 2-3 heures par jour. Mais vous, ça doit marcher pour vous. Après, il y a des techniques, évidemment, on va en parler. Mais déjà, si tu commences par ça, tu sanctuarises dans ton agenda. Mais tous les jours, c'est comme le sport, c'est des bonnes pratiques qui font du bien. Et donc, pendant ce temps de prospection,
Déjà, commence par 1 heure, hein, si tu n'en fais pas des tonnes. Tu vas passer du temps à identifier tes clients. C'est qui tes clients, quoi, hein? C'est qui sont tes clients? Tu vois, tu disais, moi, je ne sais pas à qui m'adresser. Ben, c'est important. Déjà, tu t'adresses à des entreprises. J'imagine, enfin, déjà, la clé, les amis, c'est de s'adresser à des clients qui ont de l'argent. Moi, voilà, ça, c'est un bon secret. c'est un bon secret. C'est une bonne Tu clé. t'adresses à des clients qui ont de l'argent. Nous, chez Envie, il y a beaucoup d'entrepreneurs, enfin, des indépendants qui s'adressent à des clients B2C. Purée, il y a des arbitrages budgétaires super serrés aujourd'hui, on le sait. C'est peut-être mieux de s'interroger sur est-ce que je vais aller chercher des clients? Alors, est-ce que c'est des grands groupes? Est-ce que c'est des startups? Est-ce que c'est des ETI? Est-ce que c'est des PME? Enfin, il y a beaucoup de notre communauté qui travaille par l'intermédiaire d'ESN. Ouais. Donc, ça peut être aussi un moyen de cibler les ESN avec lesquels vous avez envie de travailler. J'imagine que c'est… En tout cas, c'est bien, tu vois, de te dire à qui je m'adresse. Parce qu'en fait, la clé, tu peux avoir plusieurs cibles, hein, bien sûr, mais la clé, c'est quand même de connaître tes clients comme personne. Les gens à qui tu t'adresses, tu vois, c'est pas juste un donneur d'ordre qui va te signer un chèque, en plus qui met un temps fou à payer, mais c'est quelqu'un que tu connais mieux que quiconque. Tu connais surtout ses besoins, tu vois. C'est-à-dire que toi, tu sais ce que tu sais bien faire. Tu connais ton expertise. Tu sais là où tu es le meilleur, la meilleure. Et tu te dis, ça peut parler à qui? Je résous les problèmes de qui en faisant ça? Alors, soit tu as vraiment beaucoup de… tu as beaucoup de palettes, de cordes à ton arc et tu peux répondre à plein de clients, mais enfin, qui trop embrasse mal étreint, comme on dit. Moi, j'aime bien avoir une cible majeure et après, tu as des cibles mineures. Il faut être malin, évidemment. Hein. Mais moi, si tu me dis, par exemple, je sais pas, quelqu'un peut me dire sa cible prioritaire, par exemple. On avait la partie, oui, on avait, qui c'est qui nous avait parlé des ESN? Je remonte un petit peu. Pour ma part, Jérémy, ce sont les ESN. D'accord. Bah donc, les ESN, tu es capable de dire aujourd'hui de quoi elles ont besoin en priorité, c'est quoi leurs besoins et pourquoi elles vont faire appel à toi. Parce que toi, dans ta façon de te présenter, l'offre que tu développes, ta façon de dire, bah voilà, moi, je sais faire ça, ça répond aux besoins des ESN, quoi. Il y a des clients qui ne sont pas atteignables sans les ESN, c'est ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de grands groupes. Mais alors ça, c'est en train de changer, Jérémy. Moi, je vais vous dire un truc que je ressens parce que je suis au contact des grands groupes toute la journée. Hein. J'ai créé un collectif qui s'appelle le Do Tank Future of Work, où il y a entre 50 et 100 DRH, et puis des gens des grands groupes, des gens de la transformation, du digital. Et en fait, on réfléchit au futur du travail, et notamment à ce sujet clé qui est le freelancing pour ou contre. Quoi. Et je te dis, tu peux compter sur moi pour leur dire, vous devriez considérer ça comme une nouvelle outil dans votre boîte à outils. Et c'est extraordinairement puissant de faire appel à des freelances. Donc, c'est quand même un peu en train de changer. Ce que j'ai senti aussi, c'est que ces grosses boîtes, elles ont envie de s'adresser plutôt à des plateformes parce qu'elles ont contractualisé avec 150 000 personnes en individuel. Elles ne sont pas équipées pour. Mais l'idée de faire rentrer dans leur workforce, tu vois, que leur boîte, finalement, ça devient comme un écosystème ouvert et de bosser avec toi, eh ben, je pense que c'est en train de changer tout ça. Donc, elles te sont accessibles, tu as raison, par des intermédiaires, mais n'empêche que de plus en plus, ces grosses boîtes considèrent votre valeur comme un truc très, très, très précieux, très, très précieux pour elles. Donc, et qu'est-ce que tu en penses, Catherine, de l'aspect réseau par rapport à ça? Parce qu'il y a aussi ce développement par réseau. Est-ce que vraiment, toi, tu aurais des tips à nous confier pour pouvoir embrayer sur ce type de contact? Le réseau, moi, je crois que c'est à 90%, c'est ce que tu dois utiliser pour prospecter. Voilà. Parce que comme disait quelqu'un, la prospection à froid, d'abord, c'est hyper angoissant. Les gens à que tu adresses, ils reçoivent tellement d'emails que si tu les as pas relancés 5, 6, 7, 8 fois, ils vont certainement pas faire cas de ce que tu leur dis. Donc, je pense que en fait, l'art de convaincre, parce qu'on parle de ça quand même, hein, c'est comment je vais sortir du radar et je vais intéresser quelqu'un à moi, alors que j'ai des tonnes de concurrents, comment je vais les intéresser à ce que je fais. La meilleure façon, mais tu le sais, hein, d'aller voir quelqu'un, un nouveau prospect, quelqu'un qui potentiellement va t'acheter une belle mission, c'est par capillarité. Il y a ta famille, il y a tes amis, il y a tes anciens collègues, il y a tes réseaux, tout ça.
Ouais, Moi, je faut fais faire des le choses gros. assez basiques, hein. Mm. C'est que je fais la liste de toutes les personnes que je connais. En fait, c'est un lien de cœur. C'est des gens qui t'aiment, qui ont envie que tu réussisses. Tu vois. Ça peut être Et des qui gens te du font groupe. déjà confiance, en fait. Ils Ouais, sont des gens. déjà dans cette démarche-là avec toi. Voilà. Mais En fait. même, moi, je sais que, tu sais, on fait cet exercice chez Envie. C'est même dans ta famille, tu vois, tu dis, tiens, tu connaîtrais pas quelqu'un. Moi, voilà ce que je fais aujourd'hui. Tu sais peut-être pas. Tes proches, ils savent pas vraiment ce que tu fais. En fait, ils comprennent pas toujours. Oui, Et c'est c'est ça. voilà, moi je vends ça. Tu crois, tu penserais pas à quelqu'un qui. En fait, toute la clé, c'est vraiment, c'est tous les jours, tu essayes de trouver des gens autour de toi qui vont te recommander. Et l'art, d'abord, un, c'est de le faire, mais deux, c'est comment tu t'adresses à quelqu'un pour demander une mise en relation. Ça, c'est vraiment un art, les amis. C'est, tu veux demander une mise en relation. Est-ce que tu peux m'aider avec Ouais. Thalès, par exemple? Mm. Et t'écris, moi je t'écris Marie. J'ai appris que tu connaissais quelqu'un chez Thalès. Ou alors je suis allée regarder ton LinkedIn et j'ai vu que tu étais en lien avec cette personne. Et je vais te dire, coucou Marie. Donc c'est toujours des mails très 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 courts, hein. Je ne sais pas si quand vous faites des mails de demande de mise en relation, ça c'est une clé pour vendre plus. Devenir, Concis. passer maître dans Ouais. l'art du mail de demande de mise en relation. Tu dis, voilà Marie, tu sais, je voulais te dire que mon activité aujourd'hui, je suis en train de la développer et voilà ce que je fais. J'ai vu que telle boîte ou telle personne dans telle boîte rencontrait ce besoin. Est-ce que tu pourrais me connecter à elle pendant 10 minutes? J'aimerais bien j'aimerais beaucoup lui écouter ses besoins. C'est pas j'aimerais beaucoup lui vendre un truc, c'est j'aimerais beaucoup écouter. Échanger avec elle, ouais. Mm. Mm. Ouais, alors échanger avec elle, ça c'est trop flou. Moi, quand quelqu'un m'écrit D'accord. pour me dire j'aimerais échanger avec toi, mais je sais pas, j'ai pas le temps d'échanger avec mes proches déjà. C'est le plus précis possible, quoi. Ouais, Alors sur le sujet. ouais. C'est sûr que quand tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de lien, c'est hyper dur, mais tu as forcément des gens au début. Puis tu as la communauté ici. Vous êtes une communauté d'entraide. Moi, c'est pour ça que j'ai créé Envie à elle. C'est parce que je me suis dit que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents, des machins qui te connectent avec les bonnes personnes et qu'il n'y a rien de mieux que d'être entre pairs pour se recommander des clients. Et ça marche. On l'a fait depuis 2 ans, ça marche. Donc le mail de mise en relation, c'est est-ce que tu peux m'aider? Voilà ce que je fais. Et j'aimerais parler à cette personne parce que voilà le point précis que j'aimerais aborder avec elle. Merci. Et j'ai une question pour toi, Catherine, par Voilà. rapport à ça. Ouais, quand on envoie comme ça des contacts, on génère un petit fichier là avec nos contacts prospects. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller en termes de communication, de relance? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer à ces gens-là? Parce qu'une fois qu'on est rentré en contact avec eux, ça ne matche pas forcément tout de suite. Avec qui tu dis? Le contact avec qui? Avec les prospects? Ah, mais Avec les déjà, les prospects, on n'y est pas encore là. Moi, je suis en train de te dire, le réseau, moi, je suis avec toi. Moi, je suis avec toi, Marie, qui va me connecter avec le prospect. En fait, c'est pour ça qu'il faut passer 2 heures par jour parce que c'est long, c'est d'une longueur. Moi, je pense qu'entre le moment où tu fais un premier mail à Marie qui va te connecter avec quelqu'un et où l'argent est sur ton compte en banque de cette potentielle mission, il va se passer 1 an. Donc, c'est aujourd'hui qu'il faut se mettre à tout prix à faire des demandes de mise en relation. Moi, je vous invite à ça. Hein. Tu me demandais tout à l'heure, les 2 heures de prospection, tu fais quoi? Tu identifies des gens. Moi, je vois, tiens, toi, tu connais telle personne. J'ai listé les boîtes avec lesquelles je veux bosser. Je m'en suis listé 20. Et ben, je vais regarder déjà qui potentiellement, LinkedIn, c'est fabuleux pour ça. Hein. Qui dans cette liste-là est en charge? C'est qui la personne de chez Thales, de chez Orange, qui pourrait être mon donneur d'ordre? Et donc, je regarde dans mon entourage qui connaît cette personne. Tu vois, qui potentiellement peut me mener à cette personne. Et je fais mes mails de mise en relation. C'est magique, le mail de mise en relation. Si tu l'as bien structuré, il est bien court, il parle bien de toi de façon super synthétique et tu demandes ce dont tu as besoin, Marie, derrière, elle va faire suivre à cette personne en te mettant en copie et en disant, voilà, moi, je connais Catherine, je te la recommande parce que j'ai travaillé avec elle ou je la connais et vraiment, je peux te dire que c'est quelqu'un qui est fiable. N'hésitez pas à la connecter. Et moi, qui ai été mise en relation grâce à toi, je vais faire un mail directement. Dans les 3 heures, je réponds. Voilà. Je te mets en copie cachée parce que il n'y a rien de pire que quand tu connectes 2 personnes. C'est on va se voir à 15 heures. Bah non, finalement, c'est 16 heures. Ah bah, c'est mardi. Non, c'est mercredi. Tu mets toujours la personne qui t'a connecté en copie cachée. Et bille en tête, t'attaques en disant merci beaucoup. Je ne vous prendrai pas longtemps. J'ai besoin de comprendre ça dans votre business. Ça sera très éclairant pour mon activité qui est nouvelle. Est-ce que vous pouvez me donner 10 minutes?
il y a 99,9% de chances que personne te réponde. Te répondra pas. Et c'est là qu'il faut réattaquer. Tu vois, 5 jours après, tu reviens à Voilà, la c'est charge. Très voilà, c'est ça que je poliment, voulais faire. Ok. très poliment, mais très fermement. C'est je me remets sur la pile de vos emails. Merci, n'hésitez pas, je suis à votre dispo. Et 5 jours après, tu reviens, et tu reviens, et tu reviens. Les gens qui répondent pas, c'est pas parce qu'ils font pas cas de toi. C'est pas parce que c'est que juste il y a tellement de brouhaha, de communication, d'infobésité que tu es perdu dans les mails. Moi, je reçois entre 300 et 400 mails par jour et ça m'arrive de passer à côté. Et parfois, je vois un message qui dit ça fait 3 fois que la personne me contacte et j'ai honte, mais je me dis quelle détermination, tu vois. Donc, moi, je crois qu'une des clés, c'est que des choses simples qui marchent, hein, Marie. Ouais, voilà, relancer la récurrence, ne pas avoir peur de ce que peut penser l'autre aussi de l'autre côté, parce que comme tu le dis, c'est pas forcément volontaire, c'est pas, voilà, c'est vraiment le besoin aussi de remonter sur la pile des mails. Donc ça, c'est plutôt hyper intéressant. Il faut oser y aller, il faut y aller et voir que ça fonctionne aussi. C'est ça. Et attends, il y a un point que je lis dans les chats et c'est super important. C'est tu dis, c'est sûr que si tu mets 1 an à faire rentrer les sous, comment tu fais pour vivre pendant 1 an? Mais ça, c'est une vraie responsabilité quand tu te mets à ton compte. Hein. C'est quand même, tu te dis, j'ai combien sur mon compte en banque et combien je peux tenir en imaginant que pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, il y a 0 qui tombe. Parce que la prospection, c'est hyper dur. Donc, j'imagine que quand tu te lances à ton compte, c'est que tu as un petit matelas quand même, tu vois. Et tu t'es dit de façon ultra lucide, bon, de toute façon, je me donne jusqu'à telle date, mais à telle date, je vais très sérieusement réfléchir à un plan B. Parce que de toute façon, tu vois, tu raisonnes aussi en perte acceptable. Tu raisonnes en perte acceptable, ça veut dire, je vais faire ça, je me mets à mon compte parce que j'en ai envie. Il y a plein de raisons qui font que tu te mets à ton compte. Mais tu sais aussi à quel point tu vas en baver parce que c'est tellement dur d'aller chercher son chiffre d'affaires. Et tu sais que ça va, même si tu te démènes, tu as ton objectif fixé, tu passes 2 heures par jour et tu as vachement de discipline, même ça va être long. Donc, combien tu as sur ton compte? Tu vois, il faut être réaliste. On se heurte au réel quand même quand on bosse pour soi. Hein. Vous le savez, hein, je vous en parle avec beaucoup d'humilité, vous le vivez au quotidien. Mais donc, c'est quand même hyper important de te dire combien de temps je peux tenir sans que ça rentre, quoi. Et tu as toujours un coup d'avance. Et si jamais ça marche pas, c'est quoi la boîte qui pourrait me recruter? Parce que de toute façon, on va pas arrêter de faire ces allers-retours entre le freelancing et le salariat, me semble-t-il. Tu vois, on n'est pas défini par... C'est le parti pris chez Freework, en tout cas. Ouais, on est défini par ses compétences. Bien sûr. Ta compétence qui fait ta force. Et donc, la difficulté, c'est que dans ta semaine, mais tu le sais, tu vas passer beaucoup de temps à te former parce que ça, c'est vraiment ton atout. Et ça, je ne sais pas combien de temps vous passez là encore à vous former. Mais c'est tellement... Combien de temps tu passes à produire ce que tu as vendu quand même. Et puis, combien de temps tu passes. Mais là, il y a plein d'outils qui, j'espère, t'aident de plus en plus. Et puis surtout, combien de temps tu passes à faire rentrer les clients de demain, quoi. Donc, la prospection... Moi, si on revient à la question... Catherine, on sent un petit peu dans les commentaires, je généralise ce que je suis en train de voir, un peu de frustration parce qu'effectivement, on se dit, bah oui, ok, je vais rentrer en contact, je vais envoyer un CV, je vais avoir peut-être un premier échange, mais peut-être qu'il n'y a rien derrière. Bien sûr, ça c'est le lot, hein, c'est le lot commun. Mais plus tu vas en envoyer, plus tu te donnes de chances de transformer, tu vois. Et puis peut-être qu'à ce moment-là, il n'y a pas de besoin, mais que si ça s'est bien passé lors de cette première rencontre, dès qu'il y aura un besoin, on peut remonter sur la pile des candidats potentiels. Mais c'est du volume, c'est un travail de volume, la prospection, tu vois. C'est pour ça qu'il faut qu'au moins tu te gardes 2 heures par jour. Et pendant ces 2 heures, une fois que tu as identifié les boîtes avec discipline, parce que si tu pars comme un canard sans tête dans tous les sens, à un moment, ça ne va pas être efficace. Tu te dis, pendant 1 mois ou 2, je vais cibler tel type de boîte et je vais voir si ça marche. Après, je vais en cibler d'autres. Mais il faut commencer par une catégorie d'entreprise, je pense, et te dire, qu'est-ce que je peux améliorer? Est-ce que je vais commencer à demander plus de mise en relation, je vais faire des messages de plus en plus efficaces. Souvent, moi, je trouve que les messages que je reçois, ils sont tellement longs. Tu vois, c'est tellement long. Tu vois, déjà, ça, c'est bête, mais pour donner envie à quelqu'un. Vraiment. Pour donner envie. Vraiment concis. Pardon. Ouais, il faut être concis. Il faut être super synthétique. Moi, tout ce que je relis, en fait, j'ai un premier jet d'un mail où je veux me présenter. Tu as toujours envie d'en dire trop et après, tu réduis, tu réduis. Et surtout, l'autre chose, c'est sois hyper précis, hyper précise dans la demande que tu adresses.
soit quelqu'un que tu connais pour une mise en relation, soit quelqu'un que tu adresserais comme ça en disant bah, je vous ai entendu dans un podcast ou bien je vous ai lu dans tel truc. Bon, t'es pas à l'abri. Enfin, il y a encore une très, très, très petite chance pour que ça fonctionne. Mais 100% des gagnants ont tenté leur chance quand même. Hein. C'est connu ça, non? C'est connu comme petite phrase. Bon, alors, imaginons, Catherine, OK, on décroche un premier rendez-vous. Ce qui est déjà, mais déjà là, si c'est le cas, mais célèbre-le parce que c'est déjà, c'est un trésor. Tu vois, à réussir à décrocher un rendez-vous, mais ça se prépare tellement parce que c'est tellement un moment clé. Alors justement, dis-nous comment toi tu préparerais ce rendez-vous, qu'est-ce que tu mettrais en œuvre pour que ça matche au maximum et puis si ça ne matche pas, que ça laisse peut-être une bonne impression. Qu'est-ce que tu pourrais nous recommander par rapport à ça? Déjà, je ne sais pas comment toi tu fais Marie ou vous, mais tu arrives, tu es tellement préparé, tu connais la personne mieux qu'elle-même. Moi, tous les rendez-vous où je vais, j'ai lu tout ce que la personne avait écrit sur LinkedIn. En plus, avec l'IA, tu peux faire une veille de dingue, quoi. Je regarde tout ce qui s'est passé sur sa boîte dans les 6 derniers mois. Je regarde les connexions qu'elle a. Je regarde, si je peux, ses centres d'intérêt. En fait, tu arrives, tu connais la boîte, tu connais ses valeurs, tu connais ses priorités, tu connais son actu, tu connais ses chiffres. En fait, tu t'as fait un boulot d'investigation de fou. Tu viens pas en touriste à un rendez-vous. Un rendez-vous précieux, quoi. Tu vois, quand j'étais aux États-Unis, là-bas, c'est un peu différent parce que les grands patrons de boîte, ils t'accordent des rendez-vous en 5 minutes via LinkedIn, c'est magique, quoi. Sauf que tu n'as vraiment que 5 minutes pour faire une bonne impression. C'est un fusil à un coup. Mais toi aussi, c'est un fusil à un coup. Donc, tu connais super bien et tu sais exactement ce que… Enfin, tu n'es pas là pour parler de toi, tu es là pour écouter la personne. En fait, un entretien qui marche bien, pour moi, j'en fais plein. J'en ai foiré des tonnes, hein, c'est pour ça que je peux en parler, mais… Le truc qui marche bien, il y en a deux. Première chose, c'est que tu ne cherches pas à toucher la personne par la tête avec ton expertise, mais par le cœur. C'est qu'est-ce qui vous lie. Vous avez forcément un truc en commun. On n'achète qu'à des gens qui nous ressemblent. Moi, j'achète pas un expert. Tu entres en relation. Ouais, c'est qu'est-ce qu'on a en commun. Ah, j'ai vu que vous adoriez la Corse, bah moi aussi. Ah, j'ai vu que vous étiez fan de voitures, j'adore tel truc. En fait, tu chopes les gens sur un truc de cœur. Tu vois, ça a l'air trivial ce que je vous dis, mais c'est vraiment la clé. Donc, la première chose, c'est ça. Il y a tellement de messages qui passent, j'arrive pas à les lire. Hein. Oui, en fait, il y a beaucoup de messages liés à l'incertitude du chiffre d'affaires, au fait qu'il y ait le chômage qui vient prendre le relais. Donc, on est vraiment sur la partie… Cette incertitude, tu la jugules ou bien tu la dissous par ton action commerciale. Je veux dire, bien sûr qu'elle est là, l'incertitude, et j'ai une bonne ou une mauvaise nouvelle, elle va être là demain et après-demain et encore. C'est intrinsèquement lié à ta situation de freelance d'être dans l'incertitude. Marché ou pas, c'est hyper incertain de faire rentrer tes revenus. Donc, la seule chose certaine à laquelle tu peux t'accrocher, c'est le temps que tu passes à la prospection, c'est la discipline que tu as. Et c'est ça, tu as un plan en fait. Et donc quand tu as eu la chance par ta discipline, par ta détermination, par les relances que tu as faites, d'avoir ce rendez-vous, purée, tu ne le rates pas, quoi. Tu l'as préparé comme personne. Tu essayes de nouer un lien émotionnel avec la personne, quelque chose qui vous lie. Et puis après, tu la fais parler. Tu passes 80% de ces 10 minutes qu'elle t'accorde, peut-être un quart d'heure, je ne sais pas. Moi, j'aime bien les rendez-vous courts. Hein. Tu passes ton temps à lui poser des questions. Est-ce que tu penses que ça, c'est valable aussi pour les recruteurs ESN qui viennent chercher… Après, le recruteur, j'imagine, il a plein de questions à te poser. Donc, tu es prêt, tu t'es préparé. Ce que tu sais faire en général, tu sais bien, tu n'as pas besoin de te préparer pour en parler. Les exemples que tu peux donner… Dans la façon de te vendre, moi, il y a un truc que j'aime, c'est quand on apporte des preuves à sa promesse. Si tu dis, moi, quand je bosse pour une entreprise, oui, je travaille bien, super, je suis hyper pro, super, mais ça, c'est comme si tu me disais, la voiture, elle a 4 roues, c'est quoi l'impact que tu as eu sur la boîte avec la mission que tu as faite? Grâce à mon truc, grâce à ma contribution, la boîte, mon client a pu, il a gagné de l'argent, il a gagné du temps. Aujourd'hui, les boîtes, s'il y a une clé sur laquelle vous pouvez insister, c'est elles sont toutes obsessionnelles avec la productivité. Il faut aller vite, 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 vite. Et d'ailleurs, c'est flippant, quoi. Ouais. Chez Renault, je vous disais que je suis au board. En fait, il y a un chiffre qui m'a beaucoup marqué, que disait Luca de Meo, c'est qu'il dit, OK, nous, notre concurrence, c'est pas Tesla, c'est la Chine. Et la Chine, si tu regardes par rapport à l'Europe, ils sont
fois plus nombreux. Et en Chine, ils travaillent 2 fois plus que nous. Donc, ça veut dire 4 fois 2, 8. Il y a un rapport de 1 à 8. Et lui, son obsession, c'est de dire comment on va rattraper ça. Comment, par tous les prestataires avec qui on travaille, la façon dont on mène les projets, on va gagner du temps. Donc, si toi, au-delà de ton expertise que tu sais très bien faire, tu arrives à dire, bah, ce que je fais, c'est lié avec la finalité business de la boîte, c'est que je vais vous aider à augmenter la productivité. C'est bien de lier ton métier avec, tu vois, la finalité les enjeux, les enjeux aussi de l'entreprise, faire le lien sur ces enjeux actuels, c'est hyper pertinent, complètement. Ouais, mais donc voilà, je sais que donc c'est ton offre, tu vois, c'est quand même ça qui fait les ventes. Il y a beaucoup de freelance, vous l'avez dit, hein, tu es dans un environnement tellement concurrentiel. En même temps, moi, je trouve ça chouette parce que quand tu es le seul à faire quelque chose, demande-toi si tu es un génie ou si c'est une fausse bonne idée, quoi. Moi, quand quelqu'un me dit j'ai pas de concurrent, je me dis oula, on est quand même en 2024, si personne n'y a pensé avant, c'est louche, tu vois. Donc, tu as beaucoup de concurrents, donc qu'est-ce qui te distingue? Tu vois, qu'est-ce que tu fais de différent, de mieux que les autres? Moi, si on était en face à face, là, chacun, et puis, tu vois, plutôt que de te focaliser sur le marché, les incertitudes, machin, c'est que tu te focalises sur tes forces à toi. Tu te focalises sur tes forces à toi et tu te dis, moi, dans ce que je fais, très bien, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais très bien et qu'est-ce que je fais de différent d'autres? C'est un truc, ça vous semble peut-être pas utile, mais c'est quand même sur ça que les recruteurs, que les entreprises vont faire appel à vous, quoi. Et je ne sais pas si vous êtes capable d'écrire dans le chat, qu'est-ce que vous avez dans votre offre, qu'est-ce que vous avez de différent ou d'unique, tu vois? Ça, c'est la valeur ajoutée, ça c'est la vraie question qu'on peut se poser des fois. Si elle est ajoutée, c'est la valeur de singularité de ce que tu fais. Tu vois? Singularité, ta singularité. Est-ce que c'est ta méthodologie qui est différente? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, ta façon de faire, voilà, dans ta façon de prendre le brief, dans ta façon de faire des points réguliers, dans ta façon d'avoir une relation avec le… Mais qui veut dire singulier, Catherine, pour rassurer quand même, ça ne veut pas, comme tu le dis très bien, ce n'est pas quelque chose d'innovant. C'est qu'est-ce qui fait que vous fonctionnez bien. Enfin, parce que des fois, on a peur, on a toujours envie de se démarquer par quelque chose d'un peu différent. Mais en fait, on travaille beaucoup sur les mêmes univers, avec les mêmes compétences, mais c'est la musique que l'on met avec ses compétences finalement. Ouais, non, mais bien sûr, mais c'est qu'est-ce que je fais pourquoi on me choisirait moi? En fait, moi, si j'étais avec vous, je vous demanderais à chacun pourquoi on te choisirait toi pour cette mission? Tu vois, pourquoi toi? Moi, je me demande toujours ça quand quelqu'un me raconte ce qu'il fait. Et c'est vrai que si tu m'as d'abord capté parce que je vois que tu es dans tes choix de vie, dans les choses que tu aimes, dans ta façon, on a des points communs. Je me dis, déjà, on a un socle commun de valeurs, c'est pas mal. Hein, ça ne fait pas la compétence, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà très bien, même. Une pension supérieure à te tester, parce que forcément, les clients, d'abord, ils te testent. Enfin, je ne sais pas comment ça marche, mais moi, je fais toujours des petits tests. Et après, tu testes la compétence, bien sûr. Hein, mais la compétence, tu la trouves chez beaucoup, au fond. Oui, c'est ça. D'ailleurs, tant mieux. Hein. Vous avez tous une énorme compétence. Et bravo, parce que c'est ça qui fait votre force. Peut-être que si tu ne vends pas assez, c'est peut-être que tu as besoin de muscler ce que tu sais faire. J'en sais rien, hein, mais c'est la compétence que les gens achètent. Mais ils t'achètent plus que ça, quoi. C'est ça, ils achètent une personnalité, ils achètent, oui, effectivement, les connexions, la mise en relation qu'on a, cette relation privilégiée. Tu sors du lot. Tu vois, et puis je ne sais pas, mais il y a un truc aussi qui fait quand même, on n'en a pas parlé, mais qui accélère considérablement tes ventes. Alors, à condition d'avoir eu au moins un client. Mais c'est que tu utilises tes clients acquis comme des ambassadeurs. La recommandation. C'est extraordinaire, ça. Et tu vois, avant même de demander froidement, tiens, est-ce que tu peux cliquer ici pour dire ce que tu as pensé de moi, j'écris une petite carte postale à la main, tu vois, à chaque client, à l'heure du tout digital, du tout numérique, de l'IA. Un client qui reçoit une carte postale ou un petit message. La mamie du web envoie des cartes postales. Alors là, on a quand même un scoop. En fait, c'est ça. Ce qui est bon, c'est d'être caméléon et tu joues sur tous les tableaux. On n'est pas que physique, on n'est pas que digital, on a vraiment les deux. Et tu vois, un client à qui tu dis merci ou une petite attention, tu vois, merci de m'avoir fait confiance, et tu lui envoies un truc, ça sort du lot. Je pense qu'il aura une propension supérieure déjà à en parler, dire, tiens, il y a quelqu'un là qui a bossé pour moi, il y a un free, il m'a envoyé une carte postale, c'est dingue. En plus, c'est pas banal, quoi. Vous êtes plutôt
dans la tech ou dans Et des… puis souvent, juste pour dire merci sans chercher quelque chose d'autre, ça c'est très agréable aussi dans ce monde où tout va très vite, où les mises en relation, comme tu dis, sur LinkedIn sont très… Moi, tu vois, quand on me demande des recommandations LinkedIn, ça m'emmerde un peu. Enfin, pardon, mais j'en fais pas des tonnes. Enfin, je trouve ça un peu… Enfin, pardon, mais c'est parce que je suis un peu paresseuse. Mais tu vois, j'aurais tendance plutôt… j'aimerais si on, par exemple, tu commences… C'est comme ça dans la vie, hein, tu commences par donner avant de recevoir. Mais tu dis, voilà, si tu as une petite carte postale qui dit, bah, si ma prestation vous a plu, je serais hyper contente que vous me fassiez une reco. Mais si tu me le demandes en m'envoyant une petite carte postale, en fait, c'est fou. Mais il y a plein de petits détails qui font la différence. Après, bien sûr, tu as raison. Les recos LinkedIn, moi, je les écris, en fait. Je les écris pour les clients et je leur dis, bah, voilà, c'est plus, tu vois, faites gagner du temps. Ben oui, pour ceux qui veulent enchaîner les recommandations sur LinkedIn. Mais je ne parlais pas forcément de la recommandation LinkedIn. Hein, je parlais de la recommandation en général. Je sais pas si c'est je lis, pardon, dans le chat, je ne sais pas si c'est le tarif qui fait la différence. Ouais. Puis, je sais, moi, enfin après, je parle pour moi. Hein, moi, j'ai fait travailler des gens sur l'IA. On a fait un data lake chez Envie et donc on a sollicité pas mal de freelance. C'est jamais, enfin, j'ai regardé les prix, bien sûr, mais je m'en fous de payer plus cher si j'ai vraiment quelqu'un qui a super bien compris mon besoin et qui est souple dans la méthode. Et enfin, donc le tarif, si tu crois que c'est le tarif qui te distingue, je sais pas, peut-être, hein, mais enfin moi je fonctionne pas. Il y a cette concurrence qui est très présente, j'ai l'impression, dans l'univers de la tech, où en fait on a l'impression que c'est la course à celui qui sera le moins cher, mais qui en fera plus. Donc c'est peut-être ça aussi qui ressort des commentaires qu'on peut avoir. Peut-être, mais du coup, moi je connais aussi des entreprises qui sont prêtes à payer plus cher parce qu'elles savent. Tu sais, en fait, je parlais de ça avec un groupe de luxe. Il me disait, moi, je suis prêt à payer plus dès lors que la personne en face de moi, elle a intégré ma culture, elle sait qui on est, tu vois. Tu viens pas juste avec ta compétence, je résous tel problème et en fait, c'est fini. C'est eux, ils sont dans une optique de, je te fais rentrer dans ma maison. En plus, c'est des choses, c'est comme un privilège pour eux, tu vois, ils te disent ça. Et c'est sûr que les clients, si tu les écoutes, ils vont te demander, c'est génial et c'est pas cher, quoi. Mais c'est aussi la façon dont on rentre en contact. C'est par rapport à tout ce que tu viens de nous dire, Catherine. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est le prix, c'est pas la façon dont vous rentrez en contact avec le client potentiel. Et vous avez créé autre chose au départ. C'est peut-être ça aussi qui fait que le prix n'est plus un sujet. Une fois que c'est c'est sûr. Après, si tu veux être référencé sur les plateformes, malheureusement, c'est mal foutu parce que tu rentres que par le prix. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être changer ça. Moi, si j'étais freelance, ce que je ferais, c'est je ferais des prestations très, très, très basiques à bas prix. Comme ça, je pourrais être référencée comme à partir de un prix pas cher. Mais après, quand on va commencer à discuter, je dirais, attends, j'ai 3 types de prestations. Celle qui coûte X, centaines d'euros par mois, enfin par jour, c'est pour tel type, mais j'ai d'autres cordes à mon arc. Tu vois, c'est dans cet esprit que je pense au forfait, en fait, quelque part. Mais donc, tu es obligé, si tu veux être référencé sur les plateformes. Et c'est vrai que des grosses boîtes, il y en a certaines, tu peux pas travailler avec elles si tu passes pas par les plateformes. Ça, c'est clair. Mais ça t'empêche pas en parallèle de tisser du lien avec les gens, tu vois, de les contacter par ton réseau de connaissances. Enfin, c'est peut-être aussi deux choses à faire en parallèle. C'est vraiment ça que tu nous dis aussi. C'est qu'effectivement, c'est un peu incontournable les plateformes aujourd'hui et en même temps, ça génère de la frustration parce qu'on n'est pas dans une relation où on a l'impression de maîtriser. Donc, rien n'empêche de prendre dans ces 2 heures par jour, dans cette heure par jour, d'aller cibler ceux avec qui on a envie de travailler. Mais bien sûr, tu sais, ça me rappelle, moi, quand j'ai beaucoup fait d'e-commerce, ça me rappelle les marques qui vendent sur Amazon et tu es frustré parce que tu te dis, c'est pas moi qui ai la relation de facturation, puis je suis perdue dans la masse et j'arrive pas à dire. Mais en parallèle, tu peux avoir tes réseaux sociaux pour tisser du lien, tu vas envoyer des messages, en fait, tu joues sur les 2 tableaux. On met jamais tous ses œufs dans le même panier, je crois. Hein. Mais vous le savez comme moi. Et donc, peut-être, Nina, oui, tu peux peut-être, je sais même pas s'il faut mettre des fourchettes. Moi, je commencerai par un prix d'appel. Tu sais, c'est comme, les commerçants, dans tout ce que tu as toujours 3 types de produits. Tu as les produits d'appel, qui sont vraiment pas chers. Tu as les produits de marge et puis tu as les produits de repeat. Moi, j'aime bien réfléchir à mon offre de cette manière. C'est quoi mon produit d'appel dans ce que je vends? Est-ce que c'est un audit? Est-ce que c'est, je sais pas. Après, il y a les produits de marge. Je les fais tellement de fois que je peux le vendre cher, mais ça va pas me prendre beaucoup de temps. Et puis, les produits de repeat, c'est qu'il va y avoir de la maintenance, il va y avoir de la récurrence et ça, je vais pouvoir le vendre longtemps.
Donc, Comment on peut faire, Catherine, sur des missions longues, par exemple? C'est aussi beaucoup ce qui peut se passer, c'est qu'on est embarqué pour 12 mois, 24 mois. Quel serait pour toi le conseil de comment je fais pour anticiper la fin de la mission? Qu'est-ce que je peux mettre en place en termes de, je sais pas, de fidélisation? Est-ce que tu aurais des choses à nous confier par rapport à ça? déjà, super bien faire ton boulot, ça c'est sûr, c'est la base, hein, pardon, mais tu Ok, vois, pardon. c'est irréprochable. Non, mais c'est vrai, tu es irréprochable sur ce que tu as livré. Tu demandes tout le temps du feedback. Moi, je sais que j'adore, tu vois, est-ce que la façon dont on fonctionne, ça te plaît? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Est-ce que, tu vois, les petits comptes rendus que je fais, moi, le vendredi avant de partir en week-end, voilà, j'en suis là, après, je vais faire ça, c'est bon. En fait, tu prends tout le temps la température, tu vois. Et surtout, tu tisses du lien personnel. Mais ça, tu le sais, en fait. Si c'est juste quelqu'un qui va venir, tu viens, tu remplis une mission, c'est super et tu pars. Je pense que les gens, on t'oublie après. C'est Donc, hyper intéressant, Catherine, dans ce que tu viens de dire, et je pense que on le fait peut-être pas parce qu'on a peur du résultat et de la réponse. C'est ce côté feedback que tu viens d'exprimer en disant, ouais, c'est aussi un moyen de se nourrir de son client et peut-être d'avoir cette relation un peu plus que fonctionnelle avec son manager ou son. de toute Ouais. façon, moi, je pense que, mais c'est vrai pour tout, hein, c'est que dès lors que tu es avec quelqu'un dans une relation purement transactionnelle, c'est ennuyeux à mourir. Enfin, je veux dire, dans ces cas-là, on n'a pas besoin d'humain. Moi, pour moi, un freelance, c'est quelqu'un qui a une très haute compétence. C'est vraiment, c'est pas de l'intérim, c'est pas de la prestation, t'es quelqu'un qui va intégrer la workforce de la boîte dans laquelle tu vas aller. Enfin, moi, pardon, hein, c'est ma vision peut-être un peu décalée, mais tu considères que tu es comme un talent, un salarié du dehors, finalement. Et donc, pour peu que la boîte te onboard, te propose des rendez-vous réguliers, un peu comme elle traite ses salariés, que après, quand tu arrêtes de travailler, tu fais partie d'une communauté de freelance qui a bossé, tu continues à tisser du lien. En fait, tu rejoins une boîte quelque part. Et les boîtes, elles aiment bien les freelances qui ont cet état d'esprit. Tu vois, j'arrive, je suis pas simplement là pour remplir une mission, mais je rejoins ta boîte. Et donc, c'est ça qui demande un minimum passer du temps, mais vous le faites, hein, j'en suis sûre, mais sur sa culture, sur ce qui compte pour elle, et puis tisser du lien avec les gens avec qui tu bosses, quoi. Hein. Donc, ça vous paraît de la poésie, mais c'est ça, je crois, qui fait que la recommandation est d'autant plus forte et que tu laisses une bonne image de toi. Tu vois, moi, j'ai une fille de 21 ans, je lui dis, mais ne pars jamais une occasion de laisser une bonne image de toi. Tu vois, comment je peux vous aider? Tu vois, tous tes stages, les stages qu'elle a fait, même à Noël depuis 10 ans, elle continue à envoyer un petit message à chacun ou aux anniversaires. En fait, c'est ces petites attentions. Ça fait pas tout, hein, ça va pas faire que ton compte en banque il double, mais n'empêche que c'est ces petites, d'abord qui rendent ces petites choses qui rendent la vie plus agréable et qui en plus font qu'on se souviendra de toi. On va dire, ah mais tiens, tu devrais bosser avec machin. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis et ta vision du marché, et je pense que ça peut être pour les personnes qui nous écoutent, là, que vous êtes attentifs à ce que dit Catherine, tu dis que les entreprises sont prêtes à ouvrir leurs portes en direct avec les freelances, mais que ça va demander aussi… Non, moi je pense pas. Enfin, ça dépend desquels. Hein. Si tu cibles des PME, évidemment. Oui. Si tu cibles une PME, c'est super. Ils ont tous besoin. Mais en fait, partez du principe que ce que vous faites, ça a tellement de valeur. Vous êtes super bon dans ce que vous faites. Et les entreprises aujourd'hui, ces compétences-là, elles en ont besoin pour grandir. Sans talent, point de croissance. Vous êtes un talent du dehors, elles ont besoin de vous. Donc, les petites boîtes, tu peux les adresser en direct, tu vois. Les plus grandes, elles le feront pas. Enfin, les L'Oréal, les Schneider Electric, elles vont pas le faire. T'imagines s'il fallait qu'elles contractualisent. Là, en ce moment, chez Schneider Electric, ils ont 140 missions de freelance. Cette boîte est assez géniale. Hein. Vous devriez aller regarder sur ce dont ils ont besoin. Et ils connaissent chacun. Ils font le suivi hebdomadaire. Enfin, c'est pas le département achat qui t'encaisse et qui fait. C'est les RH et ils te connaissent comme si tu faisais partie de l'équipe, quoi. Donc oui, ils ne travaillent pas forcément en direct, mais la relation avec les freelances, elle est en direct et elle prend du sens. Donc, c'est aussi là où on a un levier en tant que freelance, c'est de se dire, même si j'ai un intermédiaire gestionnaire, je peux, moi, avoir une relation privilégiée avec mon client final, finalement.
Tu vois, mais ces entreprises-là, je pense que c'est marrant parce que je vois que tous les commentaires ou presque, Ouais, c'est autour des forfaits, de l'argent. ouais, Et je comprends parce que, mais une fois que vous avez pensé à ça, 5 minutes, pensez à tout le reste. Ce qui compte vraiment, c'est comment je vais avoir un plan pour, en plus de mon référencement sur les plateformes, aller tisser du lien avec des boîtes qui potentiellement demain vont pouvoir, même si c'est après à nouveau via les plateformes, hein, travailler pour moi. Comment je vais sortir du lot? Comment ouais. est-ce que je vais travailler mon offre, ma proposition de valeur super distinctive? Comment je vais regarder dans mon entourage qui peut me connecter? Comment je vais relancer, relancer, relancer? En fait, vous trompez pas de combat, quoi. C'est hyper important de penser au prix, mais il me semble que, in fine, c'est surtout si tu te références sur les plateformes avec un prix de démarrage qui peut correspondre à une prestation peut-être de base, comme on disait tout à l'heure. Mais je ne sais pas si c'est vraiment ça. Enfin, vous le savez mieux que moi, hein, Je pense qu'il y a vraiment ce côté, et c'est ça qu'il faut peut-être entendre dans mais ce que tu dis, c'est que, OK, il y a des incontournables et le marché est fait d'une certaine façon et on le voit, hein, vous le vivez tous là, vous avez voilà, ce référencement à faire, le fait d'afficher vos prix, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui vous demande un travail et une visibilité, mais qui vient en plus d'une d'autres façon de mais développer. Mais bien sûr, mais en fait, ce que moi, quand j'entends ce que vous dites là sur les Mm. ESN et tout, j'ai l'impression que, et vous avez sûrement raison, que vous vous considérez comme des prestataires, Mm. alors qu'il me semble que la meilleure façon de toucher les boîtes, c'est de vous considérer comme des collaborateurs du dehors. Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer, mais vous n'êtes pas, c'est pas une relation transactionnelle avec le département achat, c'est une relation humaine avec les RH. C'est pas du tout la même perspective. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais donc c'est Dites-nous si tu vois, pour par vous avez exemple des chez questions. Schneider Electric, les ESN, c'est vrai, ils travaillent avec eux, mais ça c'est pour les gens dont ils imaginent que c'est des prestats à pas. Enfin, ils sont en train d'avoir une autre approche avec Malte sur les freelances. Enfin, je crois que on gagnerait à se dire, moi, je suis un talent du dehors. C'est-à-dire que quand Schneider Electric, Pernod Ricard, L'Oréal ou même des PME dont je ne connais pas le nom vont faire appel à vous, c'est le costume qui est le tien, je ne suis pas un prestataire, je fais partie de la team, quoi. Je suis vraiment, Ouais, mais ça. Alors après, quelqu'un disait très justement, quand tu fais un truc pour 2 semaines ou pour un an, bien sûr, c'est pas c'est pareil. pas pareil, on est Mais, d'accord. voilà, tant mieux. Mais de laisser une bonne impression, et c'est ce que tu nous as dit, Catherine, de laisser une bonne impression, même si c'est 2 semaines, parce que voilà, c'était une mission courte, bah, ça peut compter pour les prochaines recommandations, Ouais. penser à vous sur un autre projet. Il y a une femme extraordinaire qui travaille donc chez Schneider Electric qui s'appelle Camille Vigneault. Camille Vigneault, elle a mené, je vous raconte en 2 secondes parce que c'est passionnant. Il y a 1 an et demi de ça, il y a un grand patron de Schneider Electric qui arrive et qui dit, tiens les gars, il y a un truc là qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est le freelancing. Et j'ai l'impression qu'on est en train de passer à côté là. Est-ce qu'il y a quelqu'un là dans la pièce que ça intéresse de creuser? Tu vois, le sujet l'intéresse. Camille, elle a dit, moi. Bon, elle a un autre boulot, mais elle dit, OK. Et elle a commencé à faire un truc. Elle a pris le sujet du freelancing complètement à rebours. Elle a demandé l'autorisation à personne, ou quasiment. Elle a fait un petit sous-marin, mode test and learn. Elle a pris une autre nana de l'équipe RH un peu débrouillarde. Elle a contacté 9 managers dans plein de départements qui ont fait des binômes avec des gens des RH. Elle est allée voir les gens de la cybersécurité, du legal, les syndicats. Et en fait, elle leur a dit, les gars, on va tester une nouvelle façon de travailler. Il y a des gens extraordinaires qui sont des freelances, qui ont des compétences de malades et on va voir comment on peut travailler avec eux, pas à la manière tu vois, des ESN ou des départements achats, mais comme si c'était des salariés du dehors, quoi. Et ils ont testé, ils ont fait des tests et tout ça. Et ce petit machin qu'elle a lancé il y a 18 mois en sous-marin, aujourd'hui, c'est devenu une priorité RH chez Schneider Electric. Ça fait partie de leur priorité. C'est travailler de plus en plus avec des freelances comme des ressources à très haute valeur ajoutée interne. Alors évidemment, tout le monde, il passe par Malte ensuite,
ou d'autres plateformes Oui. pour que tout soit, pour référencer les gens, pour facturer, c'est super sécurisant pour eux. Mais néanmoins, elle connaît tous les gens qui font des prestations chez elle, comme si c'était des gens de l'équipe, quoi. Et ça, je trouve que c'est vraiment en train de… Et puis pour les entreprises, c'est beaucoup plus valorisant que d'être avec des personnes qu'on connaît à peine et qui sont, voilà, qui se sentent pas forcément bien dans leur marché. C'est comprendre la transformation du marché, c'est comprendre Ouais. que vous avez raison, des gens qui n'ont pas envie d'être salariés, qui ont envie d'avoir cette liberté-là, mais qui néanmoins se disent voilà, comment je vais faire pour avoir assez de missions pour vivre décemment et même très correctement tous les mois. Et ben justement, une question qui a été posée par Vincent. À ton avis, Catherine, est-ce qu'il vaut mieux… Alors ça, c'est une question que tu n'auras pas la réponse, je pense, mais on la pose quand même parce qu'il y en a certains qui se positionnent comme ça. C'est est-ce qu'il vaut mieux miser des longues missions par rapport à sa compétence ou est-ce qu'il vaut mieux enchaîner des petites missions pour avoir plus de volume? Moi, je crois qu'il faut surtout avoir des revenus réguliers, quoi. On aspire tous à de la stabilité quelque part, à de la sécurité. Donc, s'il y a quelqu'un qui te propose une super longue mission et que tu te sécurises du revenu, bah, il me semble que tu vas dire oui. Après, combien de temps ça te laisse pour potentiellement choper des petites missions d'autres missions à côté? Ça dépend de combien d'heures de sommeil tu as besoin. Et puis attention aussi sur les longues missions, c'est ce qu'on disait aussi, c'est de ne pas se laisser embarquer et qu'en fin de mission, on se retrouve un peu coincé parce qu'on n'a pas continué à développer son réseau, à rentrer en contact avec des personnes intéressantes. Bien sûr, mais quand même la clé, parce que je vois que l'heure tourne et qu'il faut dire l'essentiel, c'est vraiment, si j'ai des messages avec lesquels vous laissez, c'est déjà, c'est vous que vous vendez, c'est votre compétence. Et il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas être naïf. C'est qu'il faut être lucide sur ce qu'on sait faire et c'est sur quoi tu es vraiment le meilleur, la meilleure. Si tu es OK ou moyen, purée, tu vas avoir un mal de chien à en vivre. Enfin, c'est logique. Donc, ta compétence, celle que tu as décidé qui serait la tienne demain, tu passes, je sais pas combien, en moyenne, c'est 4 à 6 heures selon la police ou les organisateurs, tu passes du temps. Donc, tu as une compétence de fou et tu sais formuler ton offre. Tu as fait un travail de formulation pour dire en quoi cette offre, elle est vraiment utile, elle est singulière et elle te ressemble, quoi. C'était la bonne personne pour ça. Donc ça, il y a un travail sur ton expertise et ton offre. L'autre, c'est passer du temps à prospecter et avec discipline. Tu pars pas dans tous les sens. Tu te dis, c'est cette catégorie de boîtes que j'ai envie de choper. Et donc, comment je fais en utilisant mon réseau? Parce que la prospection en dur, honnêtement, on en reparlera, on pourra faire une session entière dessus, mais c'est tellement dur. Et je vais, tu vois, par cercle concentrique et relancer pour essayer d'avoir un rendez-vous, quoi, avec quelqu'un. Et quand tu as eu la chance d'avoir un rendez-vous, c'est un moment d'écoute où tu vas vraiment essayer de comprendre le besoin. Et à la limite, si c'est pas toi la bonne personne, tu vas penser à quelqu'un dans ton réseau qui va pouvoir faire cette mission. Mais ouais. Laurent confirme, ça fait 24 ans qu'il est freelance et il n'a jamais fait de prospection. Génial. Et mais ça, vraiment, c'est de belles réussites. Et c'est comme quoi ça fonctionne. Je pense que Laurent, il sait aussi, tu vois, à la fin d'une mission, utiliser le client comme un ambassadeur. Il sait c'est l'expérience. D'ailleurs, il faudrait qu'il vienne parler, Laurent, pour dire comment il fait. Parce que c'est… Tout à fait. On va demander à Laurent. Miser dessus. La prospection en dur… Tu reçois tellement de messages. Moi, je sais pas, je te connais pas, je sais pas. Je vais avoir tendance à demander autour de moi des gens qui ont travaillé avec toi. Et donc, c'est forcément ça, quoi. On a déjà une première étape de confiance. Être freelance, c'est multicasquette. On l'entend bien, Catherine. Il faut savoir être expert dans son domaine d'activité. Il faut savoir se vendre. Il faut savoir s'organiser, communiquer sur soi. C'est vraiment un métier, en fait, à part entière. Et vous, chez Envie, vous avez mis en valeur ces métiers-là. Il y a deux choses chez Envie, Marie. C'est si vous avez besoin d'aide pour vous structurer, pour que votre offre, elle déchire, pour avoir vraiment un plan sur est-ce que je dois faire du TJM, mais peut-être qu'il y a des forfaits qui m'intéresseraient, j'ai envie de creuser et comment j'utilise le réseau. On a des formations pour ça. Ça s'appelle Vendre plus, gagner plus. N'hésitez pas à me contacter ou hello@envischool.com. Donc ça, on fait des formations sur la vente ou même du coaching si tu veux que 2-3 heures. Et puis l'autre truc, c'est qu'on veut mettre le projecteur sur vous, les freelances, et donc on organise le 14
le 14 novembre à midi. C'est en ligne. C'est le Grand Prix des indépendants. C'est comme une émission, tu vois, un peu comme ce qu'on est en train de faire, mais on sera en plateau. Ouais. Il y aura Frédéric Mazella, il y aura Marjolaine Grondin, il y aura Nina Ramen. Enfin, on dira, tu as plein de petits conseils et il y a plein de cadeaux à gagner, mais surtout 5 000 € à gagner. Hey. Donc, pour les freelances qui se sentent, bah, postuler. Faut postuler. Mais postuler, tu n'as rien à perdre. Hein. Franchement, c'est dire pourquoi tu aimes faire ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pour bichonner tes clients et qu'est-ce que dans ton offre tu as de singulier, de différent. Il y a un jury de fou, il y a Éric Larchevêque au jury, il y a Nathalie Bala qui dirigeait La Redoute, il y a Fred Mazella. Et surtout, Fred Mazella, il te dit, fais-moi une petite vidéo de 30 secondes pour me présenter ce que tu fais. Ça, je vais te redire, Marie, je vais communiquer là-dessus. Une petite vidéo de 30 secondes et pendant l'émission, il prendra quelqu'un en exemple de vidéo qu'il a reçue pour dire, voilà, cette personne, elle m'a présenté son pitch ou son activité. Voilà ce que j'ai compris, voilà ce que j'ai pas compris. Ça sera à l'occasion de nous faire un petit cours de pitch. C'est génial parce que du coup, tout ce que tu nous as donné, tout ce que tu nous as donné aujourd'hui, finalement, on peut le mettre en application directement en se lançant dans le Grand Prix des indépendants. Donc, vraiment, bravo à vous. Ouais, mais c'est top. Il y a des coaching business. Il y a le coaching vente dont je vous parlais qui est à gagner. Il y a un audit de ton LinkedIn par Romain Cessillon qui est un super gars qui fait ça très, très bien. Il y a des cours de prise de parole justement pour convaincre l'autre par Caroline McPhee qui est une soprane qui fait du consulting. Et donc, tout ça, il vous l'offre gratos. C'est du tirage au sort. Donc, il faut juste être connecté pendant l'heure. C'est de midi, j'écris. De midi à 1h, le 14. Notez-le dans votre agenda. J'adorerais vous retrouver. Et il y a Dell qui offre un ordinateur aussi. Bon, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. J'espère vous retrouver. Donnez tout. Vous avez une immense, immense, immense valeur. Vous souvenez-vous. Donc, maintenant, si vous pouvez mettre votre capacité à prospecter au niveau de cette grande valeur de compétences avec le temps qu'il faut, vous allez tout péter, quoi. Moi, j'ai confiance en vous. On a confiance en vous. Merci beaucoup, Catherine. Merci pour tous ces conseils. Merci à tous pour tous ces commentaires qui ont été très le 14 novembre. Hein, venez. Le 14 novembre. Vraiment, j'adorerais que ce soit vous qui gagnez. 3 000 €, 1 500 €, 500 €. Bah, c'est toujours ça. Hein, c'est énorme. C'est énorme. À bientôt. Merci, Catherine. À bientôt. Au revoir, tout le monde. Merci, Marie.